Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enregistrée concernant la biochimie. Nous allons aujourd'hui discuter le métabolisme. Je fais cette vidéo en réponse à certaines demandes persistantes de certains étudiants. Alors espérons pouvoir apporter des réponses à vos questions grâce à cette vidéo. Commençons par définir qu'est-ce que c'est brièvement le métabolisme. Le métabolisme, ce sont des processus biochimiques et physico-chimiques en même temps, qui ont lieu dans des cellules, des organismes vivants, qui, dans le but de le maintenir en vie grâce à ce métabolisme, beaucoup plus au produit de ce métabolisme, l'organisme pourrait se renouveler, diviser, beaucoup plus la cellule se renouveler, se diviser, l'organisme se reproduire, faire certaines activités physiologiques et biologiques dont vous connaissez. Alors, on pourrait aussi, les métabolismes en général se divisent en deux catégories. Il y en a qui concernent l'anabolisme et d'autres le catabolisme. Alors, qu'est-ce que c'est en général anabolisme ou catabolisme? Ce sont des réactions enzymatiques qui se succèdent en cascade. C'est-à-dire quoi en cascade? C'est que le produit d'une réaction va servir de réactif pour la deuxième réaction et vice-versa jusqu'à la fin de la cascade. Alors, pour le catabolisme, c'est beaucoup plus sont les cascades enzymatiques qui aboutissent à la construction ou la synthèse de macromolécules qui ont pour but structural, architectural dans l'organisme vivant. Ou aussi réserve d'énergie. D'accord, c'est une forme de réserve de l'énergie. L'anabolisme, par contre, ce sont aussi des réactions en cascade successives dans le but de dégrader des macromolécules qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, qui étaient emmagasinés comme réserve. Voilà les deux catégories ou deux formes de métabolisme qui existent, qui se perpétuent dans tous les organismes vivants. Alors, on poursuit avec le thème qui va être développé dans ces diapos, c'est la glycolyse. Vous avez abordé ça dans le cours. Alors, je vais essayer un petit peu de résumer pour que vous puissiez vous retrouver. Alors, le glycolyse figure comme un processus aussi biologique dans lequel nombreux organismes vivants supérieurs et unicellulaires partagent la glycolyse. La glycolyse sont les processus biologiques, réactions qui sont mis en place afin de qui permettent de dégrader le glucose en pyruvate. Le glucose va se transformer en pyruvate. Alors, d'abord, d'où vient ce glucose-là? Pour les êtres vivants supérieurs, comme l'homme. L'apport extérieur du glucose essentiellement provient de l'hydrolyse des saccharides de l'alimentation, vient par l'alimentation. Cette alimentation riche en polysaccharides, ou saccharides, va subir une première dégradation ou appelons ça une digestion. La première digestion se fait au niveau de la bouche, buccale, grâce à la salive, et dans ce cas, nous avons l'intervention de la alpha-amylase salivaire, et puis se poursuit dans l'intestin par l'alpha-amylase pancréatique. Ainsi, il y a aussi l'intervention de la dextrinase et la maltase pour aboutir à la libération de molécules de glucose. Ce glucose intestinal va être absorbé par l'intestin. Il va utiliser essentiellement des transports facilités de type glucose
pour se retrouver enfin au niveau du sang. Il y a une autre source de glucose pour l'homme, c'est le foie. Le foie peut aussi libérer du glucose. Suite à un processus différent de la glycolyse, on appelle la néoglycogénèse ou la glyconéogénèse. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus, ce n'est plus un processus d'anabolisme, mais c'est un processus de catabolisme. Voilà. Alors que la glycolyse, c'est un processus d'anabolisme qui vise à dégrader le glucose vers le pyruvate. Voilà, vous avez deux sources de glucose qui peut être l'extérieur ou l'intérieur du foie. Une fois ce glucose va pénétrer dans la cellule grâce à ces transport facilité, il va se retrouver à l'intérieur de la cellule et à ce moment-là, il va subir le processus de la glycolyse. D'abord, ce glucose, quand il pénètre à l'intérieur de la cellule, il va être étiqueté. Alors, le mot étiqueté comment? Grâce à une phosphorylation. Nous poursuivons avec la glycolyse. Elle s'effectue où? Elle s'effectue au niveau du protoplasme ou le cytoplasme. Elle fait intervenir des enzymes solubles, ne nécessite pas la présence d'oxygène. La glycolyse n'a pas besoin d'oxygène. Elle aboutit à la formation de pyruvate et il y a une dizaine de réactions enzymatiques en cascade que vous devriez connaître, ainsi que les enzymes qui interviennent. Alors, dans ces 10 réactions, on pourrait les répartir en 3 types. 3 étapes. La première étape, c'est la formation du 1,2-biphosphate, du fructose 1,6-biphosphate. C'est une étape très importante et elle englobe pas mal de réactions. La deuxième étape de la glycolyse, c'est au moment où vous avez le passage d'un exose vers des trioses. D'accord? Un exose en 2 molécules de glycéraldéhyde. Le glycéraldéhyde, c'est un de C3, d'accord? Un triose. Et enfin, la troisième étape de la glycolyse, c'est l'oxydation des trioses en pyruvate, le produit final de la glycolyse. Voici le schéma global de la glycolyse à partir de la molécule de glucose jusqu'à la formation de la molécule pyruvate. Vous avez dans le cours, dans le polycopie du cours, un schéma plus clair. Vous pourrez l'utiliser afin de pouvoir suivre un petit peu ce qui va être dit ensuite. Alors ici, regardez, vous avez les 10 étapes. Nous allons essayer de lire le schéma, réaction par réaction. C'est tout ce qu'il y a à voir, c'est tout ce qui est important à connaître dans la glycolyse. Alors, vous avez la réaction numéro 1. C'est une réaction de phosphorylation de glucose pour qu'il devienne un glucose 6-phosphate. Cette réaction est très importante sur 2 plans. Le premier plan, c'est une réaction pour étiqueter le glucose, c'est-à-dire parmi tous les glucoses, celui qui va poursuivre une cascade enzymatique, celui qui est étiqueté par un phosphate. Et en même temps, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la stabilisation du glucose pour la suite des réactions. Voilà, cette phosphorylation fait intervenir une molécule d'ATP et une enzyme qu'on appelle l'exokinase. L'exokinase, elle se retrouve dans tous les organes.
parce que le glucose va pénétrer dans toutes les cellules qui composent les organes. Quand la dégradation, c'est-à-dire la glycolyse, se fait en dehors du foie, elle fait intervenir la première étape, l'exokinase. Et quand cette étape se fait à l'intérieur du foie, alors l'enzyme, ça va être la glucokinase. Voilà. Le glucose 6-phosphate. Ensuite, deuxième réaction. On est toujours dans la première étape. Hein. Deuxième réaction d'isomérisation du glucose en fructose. Alors, il va être changé en son isomère. Fructose. Alors, cette étape, regardez bien le sens. C'est une réaction réversible, c'est-à-dire même le fructose 6-phosphate pourrait se retourner en glucose 6-phosphate. Voilà, c'est juste une remarque. Alors, on revient. Le glucose 6-phosphate va se transformer en fructose par isomérisation. Ça s'appelle, la réaction s'appelle isomérisation et elle fait intervenir une phosphoisobisomérase. Une phosphoglucose isomérase. Une phosphoglucose isomérase. Troisième réaction. Alors, la troisième réaction, c'est une réaction où nous allons avoir une deuxième phosphorylation. Alors, c'est une réaction de phosphorylation du fructose 6-phosphate en un fructose 1,6-biphosphate catalysé par une phosphofructokinase. Voilà, il y a une phosphorylation sur le carbone numéro 2. Numéro 1. D'accord? Numéro 1. Et le phosphore numéro 6. Et nous obtenons ce produit qui est le fructose 1,6-biphosphate. Ça, ces trois réactions sont des réactions qui sont incluses dans la première étape. Parce que on avait dit que la première étape de la glycolyse, c'est l'étape où le glucose va se transformer en fructose biphosphate 1,6. Alors, ainsi, c'est par rapport à la position de phosphate sur le carbone numéro 1 et le carbone numéro 6. Fructose, voilà, vous avez le fructose et phosphate, c'est le groupement phosphate ou voilà, groupement phosphate. Maintenant, commence la deuxième étape. La deuxième étape, c'est à partir d'un exose, vous allez obtenir un triose. Et pour cette raison, la réaction s'appelle, c'est une réaction de dégradation. Vous allez avoir la molécule qui va être coupée en deux molécules et deux molécules de 3 carbones. Une molécule qu'on appelle le glycéraldéhyde 3-phosphate. Voilà. Normalement, on devrait écrire le CHO parce que c'est la fonction aldéhyde, la fonction la plus oxydée en haut. Mais il y a la molécule de phosphate. Donc, c'est pour cette raison que l'écriture se fait de cette manière. Alors, je reviens. Vous avez cette molécule, le glycéraldéhyde 3-phosphate. Une autre molécule, le dihydroxyacétone phosphate. Vous avez ici la fonction acétone. Et dihydroxy acétone phosphate. Alors, deux molécules. La molécule de fructose 1,6-biphosphate, c'est coupé en deux, c'est scindé. Et l'enzyme qui catalyse cette réaction de coupure, c'est aldolase. Aldolase, fructose 1,6-biphosphate. Aldolase, fructose 1,6-phosphate. Et vous avez la molécule qui sera coupée en deux molécules de 3 carbones chacune. Une
le glycéraldéhyde, vous avez l'aldéhyde et 3 molécules de carbone. La molécule de phosphate portée par ce carbone numéro 3. Alors, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate. Et vous avez ici notre molécule de 3 carbones avec une fonction acétone. Alors, c'est le dihydroxy parce qu'elle portait l'hydroxy à cette position. Dihydroxy, acétone, phosphate. Voilà cette première étape cette première réaction de la deuxième étape. Maintenant, la cinquième réaction ou la deuxième réaction de la deuxième étape. La cinquième réaction, c'est la réaction où cette molécule, la molécule d'hydroxy acétone phosphate, elle va se changer, va s'isomériser, d'accord, va s'isomériser en 3-PGA, 3 phosphoglycéraldéhyde. Elle va directement, rapidement s'isomériser pour donner la molécule glycéraldéhyde 3-phosphate. C'est cette dernière-là qui va poursuivre l'oxydation afin toujours d'aboutir au pyruvate. Alors, cette molécule va se scinder en deux. Les deux molécules, c'est la dihydroxyacétone phosphate et la 3-phosphate glycéraldéhyde. Cette dernière va se transformer par isomérisation. C'est pour ça que c'est noté ici par une réaction réversible. Et cette isomérisation isomère, est catalysée ou se produit ou se fait grâce à l'enzyme triose phosphate isomérase. La triose phosphate isomérase, réaction d'isomérisation. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Et la troisième étape, elle inclut plusieurs réactions. Il y a la réaction 6, 7, 8, 9 et 10. La réaction 6, c'est une réaction très importante, c'est une réaction clé un petit peu de cette oxydation. Alors, cette réaction, c'est une réaction de phosphorylation et d'oxydation. Alors, pourquoi oxydation? Parce qu'il y a l'hydrogène qui va disparaître, qui va être enlevé de la molécule et il va être récupéré par le cofacteur NAD. Et le cofacteur NAD, c'est le cofacteur qui accompagne toujours l'enzyme, la glycéraldéhyde 3-phosphate deshydrogénase. Et donne ensuite le NADH2+, NADH+H+. Et vous avez aussi la phosphorylation, une molécule de phosphate va venir. Ce n'est pas l'ATP qui va donner son phosphate, c'est une molécule entière de phosphate qui va venir pour être incorporée à la molécule. Et cette étape est catalysée par une glycéraldéhyde par rapport au substrat, glycéraldéhyde 3-phosphate, déshydrogénase. Il y a une déshydrogénation, c'est-à-dire le départ de H qui sera réceptionné par le NAD. Je vous ai dit que le NAD, c'est un cofacteur de l'enzyme qui intervient. Et puis, vous avez aussi l'incorporation de HPO4, le phosphate. Donc, on va retrouver au niveau de la position numéro, le carbone numéro 1. Le voilà. Voilà. Le phosphate qui vient d'être rajouté. Et le produit, c'est un 1,3 biphosphate glycérate. 1,3 biphosphate glycérate. On poursuit maintenant. Ce produit va devenir le réactif de la 7e réaction. C'est pour ça qu'on dit en cascade.
La réaction 7, c'est une réaction de transfert de phosphate. À ce moment, comme vous le remarquez, vous avez la formation de molécules ATP à partir de l'ADP. Donc, il y a un phosphate qui va partir de ce 1,3 biphosphoglycérate et va aider à la formation de l'ATP. Cette réaction se fait grâce à la phosphoglycérate, alors à partir du substrat, phosphoglycérate, parce qu'il y a un transfert de phosphate, glycérate kinase, c'est ça, la kinase, c'est ce qui fait enlever ou rajouter un phosphate, kinase. Et nous obtenons comme produit le 3, parce que c'est la molécule, la 3 est toujours phosphorylée, 3 phosphoglycérate. D'accord? Un départ de molécules de phosphate et formation de la première molécule d'ATP de la cascade. On poursuit maintenant avec la 8e réaction. La 8e réaction, toujours remarquez, vous avez le produit, le 3-phosphoglycérate qui va devenir le réactif, il va subir une réaction. Cette réaction, c'est une réaction d'isomérisation de phosphate. Il y a un réarrangement de la position du phosphate qui était en position 3 qui va occuper la position numéro 2. Et on se retrouve avec la même molécule, bien sûr. Même molécule, je veux dire, c'est pour vous faciliter la retention des informations. Mais c'est pas la même molécule. Alors, on se retrouve avec phosphoglycérate, le même, mais on change la position du phosphate. Alors, c'est une réaction de mutation, de isomérisation de la molécule de phosphate qui était en position 3, qui va occuper la position numéro 2. Cette réaction, elle fait intervenir une enzyme, et c'est la phosphoglycérate mutase. Alors, c'est une mutation ou isomérisation, un réarrangement de position de phosphate. Alors, phospho, c'est parce qu'il y a toujours le transfert d'un phosphate, et glycérate, il s'agit soit du produit ou du substrat, et mutase, c'est la réaction qui s'est produite. Maintenant, pour la réaction numéro 9, vous avez ici une réaction de déshydrogénation. Alors, le mot déshydrogénation, vous l'avez déjà vu, c'est-à-dire départ d'hydrogène, mais dans cette réaction, il n'y a pas le NAD qui va venir réceptionner l'hydrogène. L'hydrogène va partir sous forme de molécules d'eau. Il va se coupler à l'oxygène. Alors, c'est la première étape de toute la cascade qui a besoin d'intervention de l'oxygène. Et à ce moment-là, vous avez une molécule d'eau qui va sortir. Et nous obtenons une phosphoénol pyruvate. Alors, comment s'appelle l'enzyme qui fait cette réaction? Ça s'appelle énolase. Alors, vous pouvez l'apprendre. C'est le produit énolase. C'est l'enzyme qui le fait apparaître. Et voilà. La 10e réaction, la dernière réaction, c'est une réaction aussi qui fait produire une molécule d'ATP. Cette molécule, c'est aussi une réaction de transfert de phosphate, parce que le phosphate va être additionné à l'ADP pour former l'ATP. Et puis, nous allons obtenir à la fin le pyruvate. Voilà, c'est le CH3COO et CO- ou COH.
Cette dernière étape, elle fait intervenir une pyruvate par rapport au produit de la réaction kinase, parce que vous avez ici un transfert de phosphate. Voilà, nous venons de lire la cascade enzymatique qui transforme le glucose en pyruvate, qu'on appelle la glycolyse. Une petite remarque, ici, vous avez une seule molécule de glucose qui va donner 2 molécules de triose. Et ces molécules de triose, chacune d'elles va donner une molécule de pyruvate. Ce qui nous permet de dire, à partir d'une molécule de glucose, vous allez obtenir 2 molécules de pyruvate. Ici, il y a 2 molécules d'ATP qui ont été consommées pendant la première étape de la glycolyse. Il y a 4 molécules d'ATP qui ont été libérées pendant la troisième étape de la glycolyse. Et si on voudrait calculer le bilan énergétique par rapport aux molécules d'ATP, on va dire que la glycolyse libère 2 molécules d'ATP. J'espère que avoir été clair et bref. Merci de votre écoute.